Merci de regarder Canal 7. Bienvenue à votre débat politique décryptage cas par cas. Le thème choisi pour cette édition, enjeux et perspectives de l'élection présidentielle au Gabon. Et pour examiner ce thème et pour en parler, en discuter, deux invités, comme il est de coutume, dans la deuxième partie de l'émission, à savoir le débat, Pascal Koulou nous rejoindra, le président du Bloc démocratique populaire, par ailleurs un habitué désormais de ce plateau. Et pour l'instant, dans la première partie, nous accueillons l'invité. Le premier, c'est l'entretien. À tout de suite. David Badinga, bienvenue sur le plateau de décryptage cas par cas. Merci. Alors, je vous explique un peu le principe de l'émission. Nous avons 10 minutes d'échange, un entretien entre vous et moi. En coulisses, vous avez votre contradicteur qui a été présenté, Pascal Koulou, qui suit attentivement et qui nous rejoindra donc pour la deuxième partie de l'émission, à savoir le débat. Pour l'instant, nous vous présentons. Vous êtes le président de l'Union des patriotes gabonais loyalistes. Vous êtes également le président en exercice de l'Union des forces pour l'alternance et du S23. Par ailleurs, co-coordinateur général de la campagne du candidat Jean Ping. Alors, on va vous demander, comme à tous nos invités avant vous, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou à modifier dans cette brève présentation? Non, je pense que la présentation est bonne. Si ce n'est peut-être de rappeler mon parcours politique. Avant donc d'être à ce niveau, j'ai, dans les années 90, créé avec des amis un parti politique, l'Union pour la République et le Progrès, un parti de l'opposition, dite radicale. Après donc la création de ce parti, je suis rentré à l'ADER, dont j'ai été membre fondateur. Je suis parti de l'ADER pour l'Union du peuple gabonais, recruté par Pierre Mamboundou, où j'ai été pendant près de 12 ans secrétaire général de l'Union du peuple gabonais et secrétaire exécutif adjoint de l'Union du peuple gabonais. J'ai dirigé la campagne de Pierre Mamboundou en 1998. Alors, expliquez-nous un peu. On a également ce S23. Et de quoi est-ce Le S23, ce sont les partis politiques signataires de la déclaration du 23 mars 2015. Un peu comme le M23 Non, du le Congo. M23, c'est des rebelles, mais nous, c'est des partis politiques. Au niveau de la dénomination, tout au moins, de cette déclaration qui est toujours partie du 23 mars, mais allez-y, je vous écoute. C'est la déclaration du 23 mars 2015 qui, en deux mots, préconisait deux choses. La première, c'est de dire au président de la République que nous ne répondrons plus à toutes ces invitations dès lors que l'ordre du jour ne sera pas préalablement négocié pour que ce soit un ordre du jour consensuel et qu'arrivé au palais de la présidence de la République, nous puissions effectivement savoir ce que nous allons y faire et à quoi nous allons aboutir. Deuxièmement, nous avons exigé que devant la crise multiforme et multisectorielle que traverse notre pays, on puisse organiser un dialogue national sans exclusion et sans tabou. Ce dialogue national sans exclusion et sans tabou, malheureusement, n'a pas reçu l'assentiment du président de la République que nous pensions pouvoir le convoquer. Donc, ce sont ces deux choses qui ont fait que nous puissions signer d'où le fameux S23 dont vous êtes le président. Cette déclaration. Alors, votre UPG se veut celle loyaliste, mais loyaliste à qui ou à quoi? Il faut faire la différence entre l'Union du peuple gabonais et l'Union des patriotes gabonais loyalistes. Oui, mais vous avez des patriotes gabonais loyalistes. Donc nous, on s'attarde sur cette expression, rien à voir avec l'autre UPG. Vous êtes loyaliste à qui ou à quoi? Alors, nous sommes loyalistes d'abord au peuple gabonais, parce que nous nous sommes rendus compte que depuis 1990, la plupart des opposants, des citoyens qui se sont déclarés opposants, ont été opposants à un moment et ensuite ont rejoint le camp du pouvoir. Mais nous voulons dire au peuple gabonais que nous n'allons pas faire comme cela. Nous n'allons pas danser le tango
avec un pas en avant et 10 pas en arrière. Nous sommes dans l'opposition, nous combattons un système et nous y restons. C'est ce loyalisme. Le deuxième, nous sommes en même temps pour être loyaux à Pierre Mamboundou. Pierre Mamboundou qui a, dans ce pays, effectivement, permis une avancée significative du processus démocratique dans notre pays. Justement, vous parlez de... Nous pensons qu'il a eu une contribution de qualité. Vous parlez de loyauté justement à ce feu Pierre Mamboundou. Est-ce que vous n'avez pas aujourd'hui l'impression, en soutenant le candidat Jean Ping, qui était de l'autre bord, hein, pour parler d'en face de l'opposition hier, et aujourd'hui il fait ce que vous avez décrié tout à l'heure, ces gens qui étaient du pouvoir et aujourd'hui sont de l'opposition, est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression de trahir la mémoire du feu Pierre Mamboundou? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous pensons que Jean Ping, comme tous les autres anciens pédégistes qui ont rejoint l'opposition, sont des citoyens gabonais. Ils sont donc libres de se rendre compte que le pouvoir PDG a détruit le Gabon et qu'ils doivent rejoindre le camp de ceux qui pensent qu'il faut qu'il y ait le changement. Est-ce qu'au niveau des idéologies des deux hommes ou des deux partis, est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de renier ce qui faisait Pas du tout. Lorsque nous lisons le projet de société qu'a présenté Jean Ping et notre projet de société, nous pensons qu'il y a des similitudes. C'est ce qui d'ailleurs a fait que... Je ne parle pas de projet de société, je parle d'idéologie. L'idéologie, bien sûr. Bon, nous sommes d'idéologie socialiste. Parce que nous sommes et nous luttons contre les injustices sociales. Et nous pensons que le Gabon ne peut pas laisser 98% de sa population en marge. Et que 2% seulement de la population recueille tous les bienfaits, les bénéfices de l'activité de notre pays. D'accord. On parle de cette élection présidentielle qui approche à grands pas. On a de nombreuses coalitions, l'UFA, l'UFC, la Dynamique Unitaire, le Front Uni de l'Opposition, la coalition Jean Ping 2016, j'en passe. Et on a autant de coalitions, autant de candidats déclarés du côté de l'opposition. Est-ce qu'on peut considérer à ce niveau que c'en est fini de l'idée d'avoir une candidature unique de l'opposition? Non, nous pensons toujours à cette idée d'une candidature unique de l'opposition, même si il y a des candidatures déclarées. Lorsque vous suivez les déclarations de certains candidats de l'opposition, vous entendez dire qu'ils sont prêts à soutenir un candidat unique, le candidat le mieux placé. Donc nous pensons que d'ici le 13 août, certains candidats comprendront la nécessité d'avoir un seul candidat et de ne soutenir que ce candidat. Et pour vous, c'est quoi le véritable enjeu de cette présidentielle? Parce que le scrutin tel qu'il se présente, un scrutin à un tour ne permet pas d'avoir plusieurs candidats de l'opposition. Sinon, c'est une manière d'émietter l'électorat favorable à l'opposition. Alors, on reviendra sur cette question-là, mais selon vous, c'est quoi les enjeux réels de cette présidentielle? Les enjeux réels de cette présidentielle se situent sur plusieurs points. Le premier enjeu, c'est que le Gabon, depuis 1968, n'a que le PDG au pouvoir. On a eu 43 ans de Omar Bongo Ondimba. On vient d'avoir 7 ans d'Ali Bongo Ondimba. Ça fait 43 plus 7 égale 50 ans. Un demi-siècle avec à la tête une même famille. L'enjeu, c'est que les Gabonais, en 2016, fassent en sorte que la République gabonaise, qui est une république coiffée d'une couronne, parce que les Gabonais vivent sous une tyrannie politique, change de dirigeants. Qu'on arrête avec le système Bongo et qu'on puisse effectivement, pour une fois, avoir un nouveau président pour ce pays. Parce que nous ne sommes pas de sujets et nous ne pouvons pas tolérer que pendant 50 ans, les Gabonais soient dirigés par une seule famille. C'est là le seul enjeu que vous voyez? Premier enjeu. D'accord. On va aller assez rapidement parce que bientôt notre entretien se Le deuxième enjeu, c'est que nous allons à cette élection avec un président de la République en exercice dont la situation administrative n'est pas claire. Donc l'enjeu pour nous qui sommes au sein du S23 et dans la coalition Jean Ping et des autres opposants, c'est que cette situation administrative soit clarifiée. D'accord. qu'Ali Bongo présente aux Gabonais son acte de naissance. D'accord, on va passer rapidement. Le troisième enjeu. Oui. Le troisième enjeu,
c'est que l'élection présidentielle soit organisée dans des conditions de transparence, que ce soit une élection honnête, crédible et juste comme le réclament les Gabonais et les partenaires au développement. Or, aujourd'hui, lorsqu'on regarde les dispositions qui encadrent cette élection, nous ne sommes pas dans les conditions de transparence réunies. D'accord. Rapidement, pour terminer cet entretien, certains observateurs avisés de la vie politique nationale s'inquiètent de voir que les amis, entre guillemets, bien sûr, les tenants et les piliers du PDG d'hier sont aujourd'hui ces leaders de l'opposition à quelques mois seulement de l'élection. Ils pensent plus à un déplacement qu'à un véritable ou qu'à une véritable mutation. Vous, qu'en pensez-vous? Ils ne sont pas nombreux à penser effectivement à cette idée de rupture. Nous, nous soutenons Jean Ping parce que Jean Ping a prononcé le terme de rupture. Il rompt avec le système PDG. Donc vous pensez que les autres qui ont changé de bord, ce n'est pas véritablement un changement? Ils n'ont jamais parlé de rupture hein, avec le système PDG, le système Bongo. Vous appellerez ça comment alors vous? Un prolongement? Certains, à mon avis, sont pour la restauration. Or, nous luttons contre la restauration. Parce que c'est enlever Paul pour remettre Jacques. Nous sommes pour la rupture, pour que plus jamais le PDG n'arrive au pouvoir. Mais alors, donc nous voulons rompre avec ce système. Mais Jean Ping qui était là-bas hier et aujourd'hui il n'est plus là et vous voulez qu'il revienne, c'est pas la même chose que vous dénoncez? Jean Ping a déclaré qu'il doit procéder à une rupture totale avec ce système qu'il a servi. Alors, ce sont bien sûr des promesses politiques. Merci d'avoir accepté cet échange-là. C'est la fin de cet entretien. On passe bien sûr à la deuxième partie de cette émission, le débat. Et nous accueillons Pascal Nkoulou. À tout de suite. Le débat, c'est également avec vous, chers téléspectateurs qui nous regardez. Une question et des réponses, oui ou non, bien sûr, à travers notre page Facebook ou alors à travers les numéros courts et longs qui s'affichent au bas de vos écrans. Pensez-vous qu'une candidature unique de l'opposition soit possible dans le contexte politique actuel? C'est la question de ce numéro à vos claviers. Et nous accueillons sur cela Pascal Nkoulou. Signalons juste que Patricia Lidji-Mouélé ne sera pas avec nous dans cette édition. Bienvenue. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Vous avez très bien suivi l'entretien avec M. David Badinga, le président de l'UPJL. Il pense, selon lui, que les candidats, ou du moins les anciens amis et piliers du PDG d'hier, qui sont devenus aujourd'hui leaders de l'opposition, et notamment celui qu'il soutient, ce n'est pas forcément une sorte de déplacement. Il s'agit d'une vraie rupture. Vous, qu'en pensez-vous ? Non, je voudrais déjà, je sais que tu m'as écouté ce que monsieur le président Badinga dit, mais je note qu'il a dit qu'il ne dansait pas le tango. Mais quand on l'écoute dans ses explications, j'ai bien peur qu'à la place du tango, monsieur Badinga et ses camarades dansent le cha-cha-cha. J'espère qu'ils connaissent cette fameuse danse qui consiste à tourner en rond avec sa cavalière. Pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'il pense et considère que le simple fait que monsieur Ping ait parler de rupture est un élément assez conséquent pour considérer que son engagement est sincère. Je crois que c'est assez relativisant. Parce que lorsqu'on parle de rupture, on pose des actes conséquents. Mais pas pendant qu'on s'avance, on les pose avant. Ça permet de mesurer un peu ce que M. Rocard appelait l'épaisseur politique des hommes qui s'engagent. Or, là, on a l'impression qu'il fait le grand écart. Il fait le grand écart en se revendiquant. Et c'est pour ça que je dis qu'il pense ce qu'il dit n'a pas de consistance parce que M. Ping a constamment comme élément de référence Omar Bongo Ondimba. Or, quand j'ai écouté M. Badinga parler, il a dit qu'il restait fidèle au peuple gabonais. Or, quelqu'un qui a comme référence perpétuelle Omar Bongo Ondimba, je ne pense pas totalement qu'il soit dans la nature de la rupture dont il fait état. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est quand il souligne les enjeux majeurs de ces élections. J'avais pensé, ou du moins je m'attendais à ce que M. Badinga dise, qu'il y ait un enjeu politique. C'est vrai, parce que c'est une élection politique, c'est une élection qui se situe à la charnière de la transition du personnel politique entre ceux qu'on va appeler comme ça en parenthèse, les colons, c'est-à-dire ceux qui sont nés autour des indépendances et qui ont mûri dans le système politique de l'ère Foi et sous Omar Bongo, et tous ceux qui sont arrivés en politique dans les années 90, qui n'ont
que comme seule référence, la contestation est également cette nature prompte à l'expression démocratique qu'est, comme on dit, les expressions divergentes. Or, lorsqu'il ressouligne un acte administratif comme étant un élément majeur dans une élection, j'ai vraiment l'impression que M. Badinga, dont je respecte le parcours parce que pour avoir été longtemps aux côtés de M. Pierre Mamboundou, qui était un homme de conviction et qui était un vrai homme de gauche, on ne peut pas, du jour au lendemain, se retrouver à soutenir quelqu'un qui, lui-même le redit, c'est une même famille qui aurait dirigé le Gabon sur 50 ans. Or, quand on voit à la fois les liens personnels, mais également les différentes promotions dont a bénéficié M. Ping, ce n'est pas forcément, je dis c'est quelqu'un de très structuré, c'est vrai, mais on sait qu'à ce niveau-là, il a fallu être dans, je veux dire, au sein des seins de l'appareil politique de Omar Bongo pour avoir l'étoffe qui est celle de M. Jean Ping aujourd'hui. Donc je pense que entre ce qu'il dit et ce que les Gabonais attendent de la véritable opposition, c'est dommage pour lui parce que tous ceux qui ont été aux côtés de M. Mamboundou, j'avais pensé et je continue de penser que ce sont des hommes aux engagements politiques fermes, aux convictions, qui ne dansent pas le cha-cha-cha pour terminer. D'accord. Rapidement, vous répondez bien. Oui, Monsieur Nkoulou, vous me surprenez. Lorsque vous dites que Jean Ping reste lié à la famille Bongo, il l'a dit, il l'a écrit, qu'il rompt avec le système Bongo, il le répète chaque fois qu'il fait ses sorties, chaque fois qu'il organise ses causeries, il l'annonce et il l'a écrit. Je l'ai dans ce document, il prône la rupture. Alors quelqu'un qui prône la rupture ne peut plus, effectivement, être dans le camp de ceux qui font référence à Omar. Comme ça, comme on croit au Père Noël? J'y crois puisque je crois en l'homme. Il s'est levé pour dire aux Gabonais, nous nous sommes trompés, nous voulons pendant longtemps quand même nécessairement que les choses changent. Mais il ne s'est pas limité au simple changement. Il a dit, il faut que nous arrivions à la rupture. Et il condamne effectivement le système actuel pour que ce système effectivement soit banni, pour qu'on entre dans, comme il dit, dans une nouvelle ère, dans une nouvelle république. Alors, vous dites que depuis 1990, nous faisons dans la contestation. Mais non. En 1990, les Gabonais se sont levés. Parce que se sentant écrasés pendant pratiquement 23 ans sous un système de parti unique et inique, les Gabonais se sont levés pour dire on n'en veut plus. Et vous vous souviendrez que Bongo lui-même est passé à la télévision pour dire c'est terminé, le PDG n'existe plus. Il a tué le PDG à la télévision en l'annonçant aux Gabonais. Bon, le PDG est ressorti, on ne sait d'où, pour exister encore aujourd'hui. Donc nous pensons, M. Nkoulou, que tout citoyen, même s'il a appartenu au système Bongo, qui vient devant le peuple gabonais, reconnaître les fautes qu'il a commises, peut être accepté par les opposants, j'utilise le terme radicaux que je suis, par exemple. Parce que moi, je n'ai jamais été au PDG. Je le disais à M. Ongwe Fidel, secrétaire général adjoint du PDG, que je n'ai jamais été au PDG. Du lycée, en passant par l'université, je n'ai pas pris une carte du PDG. Donc je reste à mon niveau assez sain par rapport à tous ceux qui ont appartenu à ce système. Alors je voudrais vous poser une question, s'il vous plaît. Permettez que je vous pose une question à tous les deux. Ça va vous permettre de relancer votre débat. On parlait des enjeux de cette présidentielle. Que faites-vous, ou du moins êtes-vous de l'avis qui pense, ou de ces politiques qui pensent que le véritable enjeu en fait serait de maintenir la paix et la stabilité de la nation à tous les prix? Oui, moi je voulais très rapidement, lorsque j'écoute M. Badinga repasser pratiquement ce qui est devenu une sorte d'arlésienne pour tous les leaders politiques de l'opposition qui, à force de revenir sur ces mêmes choses, on a l'impression qu'ils sont à court d'éléments et de discours. Parce qu'aujourd'hui, pour ce qui est de la rupture, très honnêtement, le bon chrétien que je suis, on m'a pris 3 éléments fondamentaux. Le premier, c'est que vous faites une confession. Je reconnais que j'ai nu à M. Badinga. Monsieur Badinga, je m'excuse parce que sur telle et telle chose qui n'ont pas pu vous permettre d'avoir le niveau de vie auquel vous aurez droit, ma responsabilité se situe à tel niveau, à tel autre niveau et à tel autre niveau. Je nomme et situe la gravité de mon acte. Le deuxième palier qui consiste à avancer dans ma sincérité, c'est la repentance. Je m'engage de façon solennelle à ne plus nuire. Le troisième niveau, et c'est là où on voit l'affirmation complète de la sincérité, c'est la restitution ou la restauration. Or, quand on écoute tout ce dont vous faites état tout à l'heure, ils disent tous, j'ai ma part de responsabilité.
mais les Gabonais aimeraient bien savoir à quel niveau ils la situent. Et ensuite, qu'ont-ils fait pour réparer leur tort? Tout ce qu'ils demandent aux Gabonais, c'est de dire « j'ai marché sur vous pendant les 40 dernières années, aujourd'hui je vais être votre président de la République et croyez-moi, demain c'est le paradis ». Je trouve que ce type de raccourcis sont à la limite un peu vraiment, c'est prendre les Gabonais pour des grands enfants. Et je réponds à votre question. Vous savez, aujourd'hui, par exemple à ce qu'elle dit, le problème des Gabonais, ce n'est pas tant qu'il y ait une élection présidentielle, c'est effectivement de savoir quelles sont les perspectives auxquelles renvoie cette élection présidentielle. Et nous sommes, moi je pense que les hommes politiques sont en droit de donner un chrono plus clair aux Gabonais. Or, aujourd'hui, je risque de souvent employer cette expression, on est dans un tcha-tcha-tcha extraordinaire. Pourquoi? Parce que l'élection présidentielle, c'est également 3 types de situations. Le premier politique, la première politique, la deuxième pourrait être économique et sociale, vous comprenez? Donc à ce niveau, ces questions, malheureusement, restent pendantes parce que quand j'ai lu un tout petit peu la proposition de M. Ping, qui consiste à dire le Gabon l'abri de la peur, le Gabon l'abri du besoin, mais excusez-moi, je n'ai pas envie de rire, mais cette façon simple de schématiser les questions importantes nous renvoie à quoi? Nous renvoie à ce que moi j'ai peur pour vous. Parce que vous vous associez à un homme qui semble ne pas, de façon sincère, vous dire quelle est la perspective qu'il accorde ou qu'il réserve aux Gabonais. Et ça, à mon humble avis, me semble que vous ferez mieux, peut-être à la limite même, de revoir les quelques accords qui vous lient à cet individu. Moi, je voudrais... Les Gabonais nous regardent. C'est à vous que je voudrais le dire. Quel constat vous faites de la situation politique et sociale, économique et sociale de notre pays? Avant 2009 ou de après 1968 jusqu'à maintenant. Parce que nous ne parlons pas de 2009. Mais moi, je ne parle pas de 2009. Je parle de 68 à maintenant. Là, nous parlons devant le peuple gabonais. Est-ce que vous êtes satisfait? Moi, je voudrais qu'on parle de s'il vous plaît, est-ce que vous êtes satisfait de la situation dans laquelle se trouve notre pays aujourd'hui, après 50 ans de pouvoir sans partage des bongos et du PDG? D'accord, vous vous êtes exprimé, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? Monsieur Badinga, on va pas... C'est facile à dire. Monsieur Badinga, quelle est votre position par rapport à cette situation? On ne va pas commencer de sitôt, monsieur. Madame Blanche, juste en 2 mots. Non, c'est facile à dire. Vous êtes Gabonais comme moi, qu'est-ce que vous dites? Je me considère comme un cadre... C'est facile à dire. Chaotique de Bongo. Je vous dis, ça fait plusieurs fois, je dis c'est facile à dire. Oui, je me considère comme un cadre en émergence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon actif professionnel n'a pas dépassé les 20 ans. En conséquence, je peux donc aisément répondre à votre question qui consiste à me situer dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, dire que je réponds du Gabon d'avant que je ne sois professionnellement actif, ce serait m'avancer. Vous êtes d'accord avec moi? Non. Ah si, mais vous êtes Gabonais, vous devez faire l'histoire. Je ne peux pas, moi, apprécier comment un fonctionnaire gabonais était traité avant que je ne sois professionnellement actif. Ce sont des éléments subjectifs. C'est le PDG qui gère le Gabon. Donc, je vais dire, de 68... Monsieur Nkoulou, oui, non, Monsieur Nkoulou, s'il vous plaît, c'est important. Je vais terminer. De 68 à 2009, je peux me prononcer en disant, comme beaucoup de jeunes Gabonais, j'ai constaté qu'il y avait un certain nombre d'expressions, de situations et de conflits sociaux et politiques. Ces questions ont été gérées dans le consensus, malheureusement encore, avec des politiques qui ont tout plombé. Et ces politiques, vous-même vous l'avez dit, se retrouvent dans l'opposition un peu aujourd'hui. Malheureusement, ceux qui ont plombé ce système que vous dénoncez, et nous le dénonçons tous les deux, sont ceux-là que vous nous présentez comme étant des anges descendus du paradis pour faire le bonheur des Gabonais, qu'ils ont royalement ignoré, si ce n'est pour les avoir conduits en enfer pendant les 42 ans. Donc, la réponse, vous l'avez. Monsieur Badinga, permettez. Parce que vous vous focalisez sur des individus. S'il vous plaît. Moi, je parle du système. Monsieur Badinga. Je parle du système. Le système est-il différent des individus? Ah, mais bien sûr. Ah non. Les individus incarnent le système. Monsieur Nkoulou. Sans les individus, il n'y a pas de système, monsieur Badinga. Monsieur Nkoulou. S'il vous plaît, messieurs, je vous en prie, je tiens à ce qu'on reprécise les règles de ce débat. Il y a un seul modérateur ou une seule modératrice, le cas échéant. Permettez que je vous retire la parole si je juge que nous transgressons ou si nous sommes en train de sortir du débat. D'accord? C'est des questions importantes. Elles sont importantes. Elles sont importantes. L'esprit de l'émission. Elles sont importantes, l'esprit de l'émission, mais l'émission a un thème. Et le thème aujourd'hui, on parle de ces enjeux et des perspectives de cette élection présidentielle. D'accord. Moi, j'étais au niveau de la paix et de la stabilité nationale. À quel niveau ces éléments se situent dans les enjeux? Bien sûr. Permettez-moi de vous dire que pour que la paix
soit préservé, il faut que le pouvoir en place, que dirige Ali Bongo Ondimba, accepte qu'il y ait cette paix. Pour qu'il y ait la paix, il faut qu'Ali Bongo Ondimba et le PDG acceptent d'organiser des élections transparentes, honnêtes, justes et crédibles. Or, je vous ai dit dès le début que ces conditions-là ne sont pas réunies. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que le débat politique actuel est très malsain ou alors amène une atmosphère malsaine autour de cette présidentielle? Ah, mais l'atmosphère, si elle est malsaine, elle provient de ce que les élections à venir, tant l'élection présidentielle que les élections législatives, vont se préparer dans des conditions que nous n'acceptons pas. Est-ce que c'est juste une question de préparation? Je parle du débat et la deuxième politique. chose, quand vous parlez de la paix, mais nous sommes pour la paix, l'opposition n'est pas armée. Or, nous constatons que le pouvoir en place s'organise, importe des armes pour préparer la guerre contre les Gabonais. Donc la paix, ah oui, mais moi je le dis, je l'affirme. C'est des accusations graves que vous faites. Je l'affirme. On découvre des conteneurs d'armes au port d'Ovendo, on découvre des conteneurs d'armes à Port-Gentil, on découvre des conteneurs d'armes à Bitam. Donc c'est le pouvoir qui prépare la guerre. Et madame, sortez un peu pour parcourir Libreville. Qu'est-ce que vous constatez? Ali a mis partout, dans tous les carrefours, des gendarmes, des policiers, la GR, pour contrôler les Gabonais. Vous ne pouvez pas faire 1 kilomètre sans qu'on vous contrôle. Vous pensez que c'est la paix, ça? Donc nous pensons, M. Nkoulou, qu'il faut que le pouvoir en place prépare la paix au lieu de préparer la guerre. Et je vous ai dit que la République gabonaise n'est pas encore une république pour nous les patriotes, parce que cette république est coiffée d'une couronne. Et la couronne fait en sorte que le Gabon soit une monarchie. Parce que Omar Bongo parti, c'est le fils qui a pris le pouvoir. Ça a choqué les consciences des Gabonais, M. Nkoulou. Moi, ça m'a choqué personnellement de voir Ali à la tête du pays. Il est à la tête du pays parce qu'il a été le fils de Bongo. D'accord. Est-ce que le seul problème véritablement Et ça choque tous les Gabonais. Oui, merci. Est-ce que finalement, le seul véritable enjeu, du moins pour une certaine frange de l'opposition, ce n'est pas en tout et pour tout le départ du chef de l'État? Est-ce que ce n'est pas un peu limité vraiment au niveau des enjeux? Au risque de me reprendre, je pense que, quoi qu'en dise M. David Badiga, nous sommes dans une république, M. Badiga. Dans une république, oui, s'il vous plaît, dans une république, le seul procédé d'accès à la magistrature suprême, ce sont les élections. Et à ce que je sache, en 2009, M. Ali Bongo Ondimba est allé aux élections en respectant l'ensemble des conditionnalités qui existaient à l'époque, oui, n'empêche que je voudrais tout de même circonscrire en soulignant un élément important. Dans les mêmes conditions, M. Mamboundou était également candidat, M. André Mbobam était également candidat, et je crois qu'ils ont participé à une excellente élection. Elle constituait déjà, ce que j'ai dit tantôt, une amorce de la transition entre les politiques classiques que l'on a toujours connues, qui malheureusement aujourd'hui, je l'ai dit, ont plombé à la fois toutes les espérances nées au lendemain de la conférence nationale de 1990, parce que ces gens, on les connaît. C'est M. Mimboto, c'est M. Ndemuzor, c'est M. Ping, c'est M. Guizoumbandama, aujourd'hui qui, comme par enchantement, deviennent les chouchous de l'opposition. Ça, c'est votre responsabilité face à l'histoire. Maintenant, la paix, le principe de préserver la paix, tient à quoi? Tient au manque de sincérité. Parce qu'aujourd'hui, en quoi est-ce qu'elle est menacée plutôt? Cette paix est menacée parce que ceux que vous défendez de manière acharnée ont de toujours et de tout temps été les éléments bloquants de l'évolution de la vie politique et démocratique dans ce pays. Parce que malheureusement, ce qui ne se dit pas, et je crois que moi j'en suis à cette déduction, c'est que le conflit qu'il y avait au sein du PDG, entre d'un côté les caciques, qui sont aujourd'hui les joujoux de l'opposition, et les rénovateurs, dont le chef de file était M. Ali Bongo Ondimba, ce combat était transposé de telle sorte que, d'un côté, on a visiblement un homme qui œuvre pour que le pays progresse, et tout le monde le lui reconnaît depuis un peu plus de 20 ans, et de l'autre, ceux qui ont freiné des 4 fers pour que la conférence nationale soit galvaudée, pour que l'ensemble des éléments issus de tout ce qu'il y a eu comme consensus, c'est dommage, on parle là, les véritables acteurs potentiels de cette situation ne sont plus, à savoir M. Omar Bongo, M. Mamboundou et peut-être André Mbobam. Et malheureusement, d'éléments sincères de ce processus, il ne reste qu'Ali Bongo Ondimba. Et c'est pour cela, madame, pourquoi est-ce que dans notre pays, les choses semblent si heurtées?
Parce qu'il y en a qui s'engagent pour utiliser l'élection présidentielle comme étant un prétexte. Ils n'ont a priori aucune volonté de faire en sorte que les choses changent. Et ça se retrouve dans la pauvreté de leur offre politique. Parce qu'aujourd'hui, si les gens s'inscrivaient de telle sorte que les Gabonais aient à avoir un choix entre différentes œuvres politiques et qu'il y ait une véritable alternative, on le saurait dans les différentes propositions. Or, voilà des gens qui, pour circonscrire leur ambition, s'arc-boutent autour d'un élément isolé, l'acte de naissance du président de la République et les 50 ans. Mais autour de nous, la même classe politique qui parle aujourd'hui, elle a 50 ans comme Ali Bongo Ondimba, encore que lui, il est président de la République depuis 6 ans. Mais je voudrais prendre des exemples précis. Essayez de faire court, merci. Oui, non, je prends quelques exemples précis. Aujourd'hui, aux États-Unis, on a Madame Hillary Clinton, qui était l'épouse d'un chef d'État, qui est en phase de devenir président de la République. Donc, ces éléments, nous sommes en 2016, réveillez-vous. Ça ne percute plus dans l'esprit des gens. Qu'il s'appelle Ali Bongo Ondimba, qu'il s'appelle X, le problème c'est que est-ce que son offre politique est conséquente? À ce moment, les Gabonais apprécient. Qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse, que ce soit le fils de Bongo, qui pense mieux aux Gabonais que tous les collaborateurs que son père a condamné en 2007 quand il a dit Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train d'en faire. De vous à moi, vous pensez qu'il parlait de qui? De ceux qui, aujourd'hui, constituent malheureusement cette opposition. Mais qui ont compris en quittant le PDG. Je vous ai donné les 3 étapes de la réparation et de la repentance. S'ils l'ont fait, moi je ne le connais pas. Je pense que c'est trop facile que de dire « je vous ai nui, laissez-moi être votre chef ». L'humilité aurait voulu. Je pense que vous avez vous-même la capacité de conduire un destin. M. Koulou a dit un certain nombre de choses, je voudrais quand même répondre. Quand on parle de progrès, M. Koulou, je vous regarde dans les yeux. À Mayumba, la semaine dernière, j'ai envoyé une équipe de mon parti pour implanter mon parti. Ils sont restés pendant une semaine sans électricité et donc sans eau. C'est le résultat du progrès. Vous avez vu lors des tournées de Jean-Ping à Malinga. La route est coupée. A été ministre de la planification. Attendez, oui, attention. Je vous renvoie votre leader. Oui, vous avez eu la question qu'il a été ministre de la planification. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais tenu compte de ce que Mayumba était une partie entière du Gabon? Permettez que je puisse répondre à M. Koulou. J'ai accepté qu'il s'exprime. Ce rappel historique était important. Donc, M. Koulou, le progrès, il n'y en a pas. Les Gabonais souffrent. Le rapport McKinsey a été clair. Le niveau de pauvreté est désormais à dépasser le seuil normal. 40% des Gabonais sont au chômage, M. Koulou. Près de 90% de la population gabonaise vit dans la misère. Et vous dites qu'il y a eu des progrès. Les routes, il n'y en a pas. Chez moi, au bas de Guégué, je n'ai pas d'eau. Parce qu'on ne peut pas me fournir de l'eau à une pression normale. Après avoir bradé le patrimoine de nous tous en le remettant à des charognards. Donc, M. Koulou, il faudrait que vous soyez conséquent que la situation de notre pays est une situation chaotique et l'échec de ce chaos, c'est le PDG et les Bongo qu'il faut d'abord écarter. Août 2016, il faut que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir et avec lui, nous qui sommes autour, donc Jean-Ping, pour que nous puissions démontrer, à vous qui admirez aujourd'hui le pouvoir PDG, comment on construit un pays. Alors, moi, nous voulons vous démontrer que nous sommes capables, avec les moyens dont regorge notre pays, de construire ce pays. Monsieur Badinga. Et nous le ferons. David Badinga. Oui. Merci. Je voudrais revenir un peu sur l'enjeu paix et stabilité. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, à quelques mois de l'élection, le discours vole assez bas pour permettre le maintien de cette paix et de cette stabilité de la nation? Est-ce que la classe politique n'est pas descendue un peu trop bas? La classe politique n'est pas descendue trop bas, madame. Exiger que les conditions élémentaires de transparence pour une élection soient au rendez-vous, on n'est pas descendu trop bas. On a mis en place une biométrie avec une entreprise qui est arrivée. Mais cette biométrie, on en est où? On continue à voter comme dans l'ancien temps. La carte d'électeur, c'est un bout de papier sur lequel on a placé une photo. On a mis en place la commission chargée de la protection des données à caractère personnel. Mais cette commission ne fonctionne pas. Donc nous sommes, madame, dans une situation où nous voulons tous la paix, mais en face, il n'y a pas cette volonté de paix. Donc que M. Koulou dise à ses mandats que les Gabonais veulent la paix et que cette paix ne peut arriver
que si les élections sont organisées dans les conditions de transparence reconnues. Et vous savez que, monsieur Nkoulou, vivre sous la tyrannie politique sous laquelle le PDG et les Bongo nous ont fait vivre amène les Gabonais à éprouver d'autres moyens de défense. Attention que nous ne passions pas par une révolution dans ce pays. Et Bourgi a dit l'autre jour sur France 24 que le Gabon est assis sur une poudrière. Il n'a pas menti. Donc, ce que nous constatons, madame, c'est qu'au niveau du PDG et d'Ali Bongo Ondimba, c'est comme s'ils étaient dans une bulle de savon et que tout ce qui se passe au niveau de notre pays, ils ne le voient pas. Et demain, ils découvriront trop tard que les Gabonais n'en voudront plus d'eux. D'accord. Vous répondez rapidement avant que je vous pose la question. Oui. Donc le progrès dont vous parlez n'existe pas. Il existe dans la tête de certaines personnes. Je m'en tiens au pourcentage, qui est fait tous les pourcentage donné par M. Bandiga. Il dit 98% des Gabonais sont dans la misère et 2% se sont accaparés des richesses de ce pays. Mais dans les 2%, il y a M. Jamping, il y a M. Guizou Bandama, et il y a M. Mimboto. Et en fait, il y a toute l'opposition d'aujourd'hui. Est-ce que vous ne voyez pas vous-même que la balance est déséquilibrée? 2% qui crient à la misère, mais en fait, ce sont les 2% qui, pendant 40 ans, ont tout pris pour eux. Ils ont conjugué leur ego sur 42 ans. Et vous croyez, M. Badiga, que ces gens qui menacent justement la paix, quand ils adoptent le principe de la victimisation pour essayer de duper un peuple, c'est pour ça que je parlais de la danse du cha-cha-cha, parce que c'est facile de donner l'impression qu'on est harcelé. C'est facile de crier à chaque fois au loup, mais le véritable loup, ou les véritables loups, ce sont eux. Et c'est à ce niveau que l'enjeu est important. Parce que justement, quand vous regardez aujourd'hui, entre 2009 et 2016, mais regardez l'ensemble des mesures sociales qui ont été prises pour permettre, M. Badiga, je crois que vous n'êtes pas encore retraité. 5 000 francs par mois donnés à une mère. Oui, M. Badiga, une mère qui a un enfant. Vous commencez, je voudrais rapidement terminer. Je dis, regardez l'ensemble des mesures qui ont été prises. Je souhaite que vous ne soyez pas encore retraité. Je suis retraité, je suis en 4 ans. Bon, oui, malheureusement pour vous. Mais je note qu'il y a eu un certain nombre de mesures, non seulement en termes de régularisation des situations administratives, des gens qui ont été maintenus dans un statut hors État parce que l'État ne devrait pas employer quelqu'un sans être capable de le payer. Et ceux qui aujourd'hui s'acharnent à parler aux Gabonais sont ceux-là qui ont amené ce système. Mais moi, j'ai du mal à comprendre. Comment est-ce qu'on peut être à la fois aveugle et sourd? Bon, posons-nous quand même la bonne question. En quoi est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir comme référence M. Jamping, M. Guizou Bandama, M. Mimboto, peut être un élément percutant pour nos démocraties? Rien du tout. C'est des citoyens, qui ont rejoint le camp de ceux qui veulent le changement dans ce pays. Mais ce type de saute-mouton ou de grand écart, vous savez à quoi ça aboutit? Ils vont totalement être là, bloqués, sans pouvoir avancer. Parce qu'à force de vouloir tirer sur les pieds sur l'autre, ils vont être coincés. Ce que je veux dire... Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on fait tôt de dire, on a vu des armes ici, on a vu des armes là, on a vu ceci. Moi, je pense que nous sommes dans une grande ville. Et aujourd'hui, le Gabon ne vit pas en autarcie. Il y a un ensemble de mécanismes, à la limite, que je considère donc des fléaux internationaux, notamment le terrorisme. Et je suis presque convaincu que si jamais il devait y avoir un incident malheureux, ce que je ne souhaite pas dans notre pays, les premiers à dire qu'on n'a pas suffisamment déployé les forces de l'ordre dans les rues pour veiller à la surveillance et à la sécurité des biens des personnes, ce sont encore ceux qui aujourd'hui crient en disant il y a beaucoup de policiers dans la rue. Je crois que les Gabonais, moi j'en fais partie, nous circulons, un contrôle de police n'a jamais fait de mal à personne. Sauf si, peut-être que mènerez-vous des activités et que vous ne souhaiterez pas que la police puisse fouiller vos véhicules. Moi, je n'ai rien à me reprocher. À chaque contrôle, je m'arrête, on me dit monsieur, merci, s'il vous plaît, monsieur Badinga, je ne vous ai pas encore donné la parole. J'aimerais qu'on parle un peu de la vie politique des partis, de la vie des partis politiques. Comment vous appréciez le fait ou quelle lecture vous faites de ces guerres au sein des partis, opposition, pouvoir, à quelques semaines seulement de l'élection? De quel parti s'agit-il où il y a des guerres? Il y a des guéguerres au sein des partis, le climat, tout au sein de l'opposition, au sein de la majorité. Par exemple, il y a ces départs au PDG, on en parle. Madame, il est normal comment vous appréciez cela? Il est normal, c'est une question de société. Il est normal que là où vivent les hommes, il y ait effectivement des contradictions, que les gens effectivement s'opposent, même à l'intérieur. À l'intérieur du PDG, il vient de faire référence aux rénovateurs.
il y avait des caciques, il y avait des appellistes et autres. Donc il est normal qu'il y ait au sein même des partis politiques des contradictions qui permettent, d'ailleurs c'est la contradiction qui permet d'avancer. Il faut soulever le débat démocratique à l'intérieur des partis politiques, sauf à ne pas en arriver aux scissions. Si on arrive aux scissions, c'est ce qu'il faut déplorer, parce que la scission est source d'affaiblissement. Et on est arrivé à des scissions, l'Union nationale par exemple, qui c'est, avec cette fraction des Lingema, c'est une scission, même si on ne veut pas l'appeler ainsi. Est-ce que ça ne fragilise pas un peu il faut dire que ça peut fragiliser effectivement un camp, mais il faut dire que Lingema, par exemple, est libre de quitter l'Union nationale et de créer un autre parti. C'est la liberté que nous recherchons. S'il constate que le parti dans lequel il a milité depuis 2009 n'est plus celui-là dans lequel il peut rester, il est libre de partir. Pourquoi peut-on s'en offusquer? Et ce qu'il faut souhaiter à Lingema, c'est qu'il construise un nouveau parti qui soit fort. Oui, donc, il n'y a pas, à mon avis... je note tout le mal que M. David Badinga se donne pour dissimuler ce qu'il considère comme étant de simples éléments de contestation. Non, il y a une absence totale. Il y a une absence totale. Il y a une absence totale de cohérence. Parce qu'aujourd'hui, regardez l'opposition. De janvier 2016 à juin 2016, combien de coalitions se sont formées avec les mêmes acteurs politiques, censés définir une même démarche politique, qui ont la main au cœur, en Tchoréré, dit aux Gabonais, nous avons compris les leçons du passé, nous avons une dynamique. C'était le front uni des partis de l'opposition. Nous avons maintenant travaillé pour le principe d'une candidature unique. Mais regardez le nombre de candidats qu'il y a dans l'opposition. Donc vous pensez, je vais vous poser peut-être la même question, oui, vous pensez qu'on n'est pas prêt d'arriver à une opposition, à une candidature unique de l'opposition? Le problème de l'opposition telle qu'elle est aujourd'hui, c'est que cette opposition a fait l'objet d'une OPA de la part de ceux qui ne pouvons plus continuer d'agir de la même façon qu'à l'ère Bongo, estiment qu'ils peuvent continuer de distraire les gens en allant dans l'opposition. Et c'est malheureusement pour cela... C'est une insulte. C'est le constat que je fais. Comment vous comprenez que... à nous autres qui sommes dans comment vous comprenez que sur les 5 ou 6 candidats de l'opposition déclarés aujourd'hui, il n'y a que Pierre-Claver Manga Moussavou qu'on considérait en parenthèse comme étant, on va dire comme ça, un opposant de longue date. Tous les autres, soit ils sont sortis de la majorité il y a quelques mois, soit il y a quelques semaines. Donc en fait, quand je parle d'OPA, je suis même généreux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un déferlement financier qui occulte, et c'est ce que je regrette un peu plus, parce qu'on en a quoi? On en a à ce que, nantis financièrement, des gens procèdent à étouffer les véritables mécanismes de changement. Donc l'opposition était porteuse. Et c'est pour cela qu'il y a cette absence de cohérence. Quels sont ces mécanismes de changement? Aujourd'hui, moi, M. Badinga... Quels sont les mécanismes de changement qu'ils sont venus étouffer? Ouais, aujourd'hui, je termine. Nous sommes dans un débat. Les mécanismes de changement qui étaient tournés. Regardez, aujourd'hui, je suis heureux, vous êtes président de l'UEFA. En côté de l'UEFA, il y a le S23. Le S23. Le S23 résulte de quoi? De la scission qu'il y a eu au niveau du front entre les partis qui, selon ce que l'on sait, au travers des médias, auraient signé la charte pour faire élire M. Ping comme candidat de l'opposition, et ceux, par Kombila, qui ont dénoncé les méthodes cavalières. Moi, je n'emploie aucune expression qui me soit propre. Je dis ce que M. André-Pierre Kombila dit. Il a dit les méthodes cavalières qui ont été opérées au sein de l'opposition. Et aujourd'hui, il y a cette scission. Bon, M. Badinga dit à l'entente d'émission qu'il est fort probable. Mais c'est encore un autre vœu pieux. Parce que, allez regarder s'affronter. Laissez-moi parler Ping, pour que Nzuba, Mimboto, Oyemba. Vous avez là 3 caciques du PDG qui ont totalement occulté d'autres leaders dans l'opposition. Et ils occupent la scène pourquoi? Parce que, malheureusement, comme M. Badinga l'a dit, ils font partie de 2% qui ont ruiné ce pays. D'accord. Oui, M. Badinga. Je voudrais d'abord dire que je n'ai pas situé ceux-là dans les 2%. C'est vous qui les situez dans les 2%. J'ai dit que ceux
du PDG. Vous les situez dans les 90% des Gabonais qui ceux du PDG non, qui ont rejoint l'opposition ont été acceptés parce que les Gabonais vous entendent sur le Est-ce que vous situez M. Ping dans les 98% des Gabonais qui souffrent? Êtes-vous d'accord? Est-ce que M. Ping est dans les 98% des Gabonais qui souffrent? Laissez-moi parler. Êtes-vous d'accord qu'un citoyen comme Jean Ping ou comme Zakari Miboto rejoigne l'opposition? Pourquoi voulez-vous interdire à des citoyens de rejoindre l'opposition et de s'opposer au système auquel ils appartenaient? Qu'est-ce qui vous permet de le faire et de le dire? Et en plus, ce qui m'étonne de vous, c'est que la population les accepte. Mais ce que vous voulez dire, c'est que la population les accepte parce que ces leaders les achètent. Mais attendez, c'est une insulte que vous faites à la population gabonaise, M. Nkoulou. Je nuancerai. Ah non, ce serait une insulte grave. Vous retournez mes propos. Vous retournez mes propos. J'ai dit, donc moi j'ai fait une OPA sur l'opposition. Madame, permettez-moi, ça peut se démontrer. Non, parce que l'interrompe. Donc pour moi, Zakari Miboto, Oyemba, Jean Ping, c'est des citoyens gabonais qui ont pris leur courage à deux mains pour rejoindre l'opposition. Ce n'est pas facile. Hein. Hier, c'était des opposants qui rejoignaient le PDG. Aujourd'hui, c'est des PDGistes qui rejoignent l'opposition. Mais franchement, pour nous, c'est du pain béni. Moi, j'ai dit il faut vider le PDG de toute sa substance pour que le PDG vidé disparaisse à jamais. Monsieur Badinga, il y a quand même récemment une coalition de 15 partis de l'opposition qui s'est alliée à la majorité, peut-être pour vous dire que c'est à double sens. Alors peut-être répondez un peu à cette question de certains analystes du moins. Vous savez ce qui s'est passé? C'est une analyse. Attends, vous savez ce qui s'est passé pour que ces 15 partis de l'opposition rejoignent? Vous voulez que je dévoile ce qui s'est passé? Monsieur Badinga. À 3 h du matin, au 3e étage de l'immeuble du Conseil national de la démocratie. Monsieur Badinga, vous permettez que je pose ma question, s'il vous plaît? Oui. Merci. Donc, en termes de perspective à cette élection présidentielle, des analystes de la scène politique gabonaise, bien sûr, de l'extérieur, pensent qu'il est probable que le candidat Ali Bongo passe à nouveau parce qu'ils le disent, ce sont leurs termes, il y aurait un manque d'adversaires sérieux en face. Vous, qu'en pensez-vous? Vous me faites rigoler, madame. Ali, en 2009, n'aurait jamais pu être président de la République gabonaise si les élections étaient organisées dans les conditions de transparence garanties. 2016, Ali ne peut pas gagner l'élection présidentielle dans notre pays. Il est minoritaire en totalité. Donc, ce sont des gens qui racontent des histoires avec des faux sondages qui veulent dire au peuple gabonais, pour préparer les Gabonais à accepter le coup de force qu'Ali est en train de préparer, qu'il peut gagner une élection. J'ai dit chiche à Ali de se présenter à cette élection avec un acte de naissance que tout le monde doit reconnaître et qu'il gagne cette élection dans les conditions de transparence garanties. Il ne pourra jamais gagner une élection. Alors, et les Gabonais le disent, les Gabonais n'en veulent pas. Madame, venez avec moi sur le terrain. Vous allez entendre ce que les vieux et les vieilles disent, ce que les jeunes disent. Du nord au sud et de l'est à l'ouest. Ali n'est plus accepté par les Gabonais, il le sait. Manque d'adversaires sérieux en face. Mais c'est quand même extraordinaire. Vous regardez, qui n'entend pas. Vous regardez la nation sur le prisme des mobilisations motivées. C'est ça qui est dommage. Vous regardez les Gabonais sur le prisme des mobilisations motivées. Vous savez, aujourd'hui, les Gabonais ont su et savent effectivement que s'ils veulent avoir des perspectives qui s'améliorent, il est de loin préférable que ce soit Ali Bongo Ondimba qui continue de présider au destin de notre pays. Les raisons sont multiples. Je souhaite qu'on ait une autre possibilité de revenir pour qu'on fasse étalage de ces différents choix. Il y aura une autre occasion. Je voudrais vous poser une question. Nous sommes à quelques minutes vraiment de la fin de l'émission. Je voudrais savoir, en août, le président, le candidat Ali Bongo Ondimba devra donc affronter ses alliés d'hier. Est-ce que vous ne semblez pas l'avoir assez complexe, cette élection? Je l'ai dit, les candidatures des transfuges qui sont allés du PDG pour l'opposition sont des candidatures prétextes. Simplement. Pourquoi? Parce que contrairement à ce que tout le monde tente à souligner, M. Ali Bongo Ondimba, et c'est un élément important des enjeux de la future élection présidentielle, réorganise le pays sur tous les plans. Sur le plan institutionnel et sur le plan surtout du fait que nous devons avoir un état de droit. Un état de droit ne s'embarrasse pas des mécanismes où il n'y a pas de justice. Or, aujourd'hui, si jamais, il convoque ses adversaires au tribunal, si jamais, il devait y avoir une application stricte des mécanismes judiciaires ou juridictionnels dans notre pays,
beaucoup savent que leur place par avance est déjà en prison. Parce Ali aussi serait en prison, monsieur. Donc, il serait en prison parce qu'il a tué des gens. Je vous donnerai la parole, s'il vous plaît. Le dossier à la CPI. Monsieur Badiga, il serait en prison. Monsieur Badiga, je vous donne un élément de confidence. J'espère qu'il vous servira. Allons-y rapidement, monsieur Nkoulou, s'il vous plaît. Je vous donne un élément de confidence. Un homme qui était dans le sérail de l'appareil politique du Gabon pendant très longtemps m'a dit, vous savez, dans ce pays, il y avait 3 hommes. Omar Bongo Ndimba, Ali Bongo Ndimba et André Mbobam. Tous ceux qui s'agitent là, le jour qu'Ali ouvre son tiroir, les Gabonais les lynchent. Parce que tout ce qu'ils ont fait, Omar Bongo Ndimba a pris une copie de leurs actifs, de leurs passifs, a donné une à André Mbobam. Ça explique pourquoi ils l'ont tous vite rejoint, parce qu'il était leur caution pour éviter la prison. D'accord. Et aujourd'hui, je vais terminer. Monsieur Badiga, s'il vous plaît, permettez, s'il vous plaît. Oui, rapidement. Et aujourd'hui, ils font bloc contre Ali, simplement parce qu'ils savent qu'ils sont un peu comme Comment vous entrevoyez l'élection présidentielle? L'élection présidentielle, pour l'instant, il y a un leader politique sur le plan national. Il a une formation, il a des relais fiables. Il ne fait pas du bouillon d'un pot de tout. C'est-à-dire que les gens rassemblent à gauche, à droite. C'est le type de bouillon ou même un pot de tout. Mais Ali Bongo a des relais politiques, il a des relais institutionnels. Donc, à la limite aujourd'hui, et il a une offre politique conséquente. Et son parcours sur les 7 années durant lesquelles il était président de la République témoigne. Il y a une amélioration conséquente, secteur par secteur. Évidemment, c'est une œuvre humaine, avec ceci de particulier, qu'à l'intérieur, il y avait des gens qui ont œuvré pour qu'ils n'atteignent pas ces résultats. Nous reviendrons dessus dans une prochaine... Merci. Oui, comment vous c'est dommage que cette émission soit trop courte. Oui, il y en aura plusieurs. Comment vous entrevoyez la présidentielle d'août prochain? Mal. C'est ma seule question. Mal si les conditions sont celles que nous connaissons aujourd'hui. Mais vous allez quand même y prendre part. C'est l'occasion pour moi d'appeler Ali Bongo. Vous allez quand même y prendre part. Monsieur Nkoulou. Vous allez quand même prendre part à cette élection, votre parti, votre coalition. Et qu'il ne fasse pas un coup de force. Parce que le Gabon risque d'être ingouvernable, madame. Mais votre coalition prendra quand même part. S'il vous plaît, permettez, répondez. Votre coalition nous allons, parce que nous ne voulons pas jouer à la politique de la chaise vide. Monsieur Nkoulou, je voulais vous dire que Ali Bongo, effectivement, cette caisse qu'il veut ouvrir. Mais c'est sûr, c'est le principe de « arrêtez-moi, sinon je fais un malheur ». Il n'a jamais ouvert cette caisse. Mais qu'il l'ouvre. Les Gabonais comprendront qu'un tel ou un tel a commis tel ou tel acte. Pourquoi veut-il menacer pour intimider? Et qu'il arrête de poursuivre ses candidats. Il est désormais candidat déclaré. Il ne peut pas traîner d'autres candidats au tribunal pour les juger. C'est ridicule, à la fois au niveau national et au niveau international. Merci, merci David Badinga. D'arrêter de poursuivre Monsieur David Badinga, merci. Ces candidats. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Monsieur Nkoulou d'être passé. Merci à vous de nous avoir suivis. Le débat se poursuit sur les réseaux sociaux, bien sûr la page Facebook de l'émission Décryptage cas par cas ou alors à travers les numéros courants qui s'affichent au bas de vos écrans. On vous retrouve avec tout le plaisir à l'émission prochaine, assurément mardi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous.